La chute probable du gouvernement Bayrou illustre une impasse française qui dure depuis plus d'un an, voire depuis 2022. Un exécutif privé de majorité, incapable de faire voter son budget. Mais ne vous inquiétez pas, la paralysie politique ne touche pas seulement la France, mais également ses voisins étrangers. Alors on a souhaité ce soir prendre un peu de recul, regarder ce qui se fait ailleurs, en Belgique, en Allemagne notamment, pour se rassurer, mais pas uniquement, pour comprendre également ce que ces périodes d'hésitation, de blocage politique, d'immobilisme, de piétinement institutionnel, ce que ces périodes pouvaient produire politiquement, comment on pouvait en sortir aussi, comment le citoyen pouvait s'en sortir également. Pour en discuter, trois invités. Vincent Martini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice-Côte d'Azur et à l'école polytechnique. Vous avez dirigé l'ouvrage intitulé « Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses », un livre collectif qui a paru au Seuil en janvier 2025. Et je signale par ailleurs la publication ce mercredi de l'hebdomadaire Le 1 intitulé « Crise politique, nos voisins font-ils mieux ?», auquel vous avez largement participé. Face à vous, François Roux, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes diplomate belge, ex-représentant de la Belgique auprès de l'Union européenne et membre du think tank Egmont. Avec vous et avec nous également, Michel Vennachter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence, c'est vous qui l'avez précisé, en études germaniques contemporaines à Cergy Paris Université. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Question du soir. Il ne peut pas y avoir de politique courageuse sans que le pays la soutienne. Pour que les Français voient la gravité des choses. Alors j'ai dit, eh bien très bien, je mets sur la table l'avenir du gouvernement. On veut un gouvernement! Il était obtenu dans la douleur. Vous dire l'inverse, ce serait complètement... vous manquez de respect, je pense. Évidemment, c'est quelque chose qui a été difficile. Plus de 7 mois pour obtenir un accord. C'est évidemment beaucoup trop long pour obtenir un gouvernement rapidement. Nous devons à nos citoyens décence et sérieux. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre fin à la coalition gouvernementale était tout autre. Elle a été motivée par une question encore plus importante, celle de savoir si oui ou non et comment nous investissons dans notre pays. Le vote de confiance demandé par le Premier ministre devrait arriver aux alentours de 19h environ, Vincent Martini, mais la crise politique française dure depuis au moins un an, depuis la dissolution au moins. Quel est le bon terme selon vous pour qualifier ce que l'on traverse ? Est-ce qu'il s'agit d'un blocage, d'une période d'instabilité, d'une paralysie ? Moi, je dirais plutôt une période d'instabilité, en réalité. Je ne crois pas totalement à la paralysie, parce que la paralysie voudrait dire que plus rien ne fonctionnerait. Or, les gouvernements locaux, même l'activité parlementaire, même s'il est largement en dessous de ce qui arrive en permanence lorsque vous avez une majorité absolue au Parlement, le Parlement continue de voter des textes de loi. Si le gouvernement Bayrou n'était pas tombé, 3 ou 4 textes importants sur la fin de vie, sur le scrutin proportionnel, auraient été votés dans les prochaines semaines. Et à ce titre-là, on ne peut pas parler de paralysie. Instabilité, oui, parce que nous avons connu plusieurs premiers ministres depuis un an, 4 depuis 2022, donc c'est un nombre assez considérable pour la Ve République qui n'a pas cette habitude. Je rappelle que si vous prenez un baromètre de l'instabilité gouvernementale depuis par exemple 2000, un baromètre que nous reproduisons dans le journal Le 1 cette semaine, eh bien la France fait partie des pays qui a connu le plus de gouvernements. 13 gouvernements en 25 ans, le record c'est la Roumanie, 26, mais en bas vous avez le Malte ou le Luxembourg avec 3 gouvernements en 25 ans. Donc vous voyez que sur l'échelle de l'instabilité, on est très instable. Encore une fois, pas de paralysie, mais de l'instabilité. François Roux, votre point de vue sur la situation française, vue donc de Belgique. Je rappelle que la Belgique détient un record du monde un peu spécial. Le record du monde sans gouvernement, 541 jours. C'est arrivé entre 2010 et 2011. Quel regard vous portez sur cette crise ? Alors, est-ce que pour vous, elle est toute relative ? Oui, enfin, elle n'est pas relative dans ce sens que quand même on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en Europe et que les régimes démocratiques sont mis au défi de trouver des solutions. Mais ceci dit, il n'y a pas, comme je suis tout à fait d'accord avec ce que Vincent vient de dire, il n'y a pas paralysie proprement dit. D'ailleurs, même dans ces 541 jours, pour vous donner quelque chose de concret, la Belgique a fait des opérations militaires en Libye avec l'approbation du Parlement belge. Donc, même en situation d'affaires courantes, on peut toujours agir. Mais ceci dit, il y a des parallélismes très forts entre ce qui se passe aujourd'hui en France et ce qui se passe aujourd'hui en Belgique. Je rappelle que la Belgique est le 4e pays
le plus endetté. Et puis on est juste derrière la France avec un taux d'endettement de 106,8%. On a aussi une procédure de déficit excessif qui est déclenchée par la Commission européenne. On a beaucoup de points communs et un véritable problème, donc peut-être pas une paralysie, mais un problème, c'est comment dégager, dans notre cas, ces 27 milliards d'économies, augmenter les impôts. C'est la rage taxatoire contre laquelle les Belges sont opposés, et diminuer les dépenses sociales avec un pays qui est en train de vieillir très rapidement, c'est impossible. On va revenir sur la question budgétaire, fiscale, qui à chaque fois, dans ces crises européennes, est au cœur, sert même parfois de déclencheur. Mais avant cela, Michel Wenachter, quel regard les Allemands portent aussi sur cette crise française ? Je rappelle qu'en décembre dernier, Olaf Scholz avait quitté lui aussi son poste de chancelier en suscitant un vote de confiance à la façon, toute comparaison gardée, comme François Bayrou aujourd'hui. Alors, ça n'est pas tout à fait la même chose parce que Olaf Scholz avait effectivement posé cette question de confiance, mais en espérant perdre le vote. C'est-à-dire que très clairement, Certains disent que c'est à peu près la même chose pour François Bayrou aujourd'hui. Oui, enfin, dans son discours à lui, en tout cas, non. Mais alors que Olaf Scholz, très clairement, voulait en finir avec sa coalition dite tricolore, avec les libéraux et les sociodémocrates. Mais en réalité, l'idée, c'était que ça suffisait, que cette coalition ne pouvait plus marcher. Et donc, il fallait vraiment passer à autre chose. Et dans ce cas-là, les Allemands enclenchent la première, si j'ose dire, pour qu'il y ait un processus rapide qui se passe. D'une façon générale, je dirais que vis-à-vis de la France, puisque vous posiez la question, ils sont inquiets, évidemment. Ils sont inquiets d'abord parce que la France est la deuxième puissance économique de la zone euro et qu'effectivement, il ne faudrait pas que les turbulences ici et là finissent par déclencher une nouvelle crise de l'euro. Mais aussi parce que plus Macron est obligé de s'occuper, et le gouvernement français en général est obligé de s'occuper de politique intérieure, moins il a le temps de s'occuper de politique européenne. Or, Merz est très allant sur le sujet. Et donc voilà, on verra bien ce qui se passe au niveau européen. Mais je voudrais juste dire qu'en Allemagne, en tout cas, la paralysie ou l'instabilité, c'est quelque chose que les Allemands détestent profondément. Ils ont mis en place beaucoup de procédures en tirant les leçons du passé, parce que l'instabilité, etc., la paralysie, ça leur rappelle tragiquement la fin tragique de Weimar. Et ils en ont tiré toutes les leçons dans la constitution qu'ils ont mise en place en 1949. On pourra peut-être donner quelques exemples. Vincent Martini, est-ce que ces crises dont on parle, on pourrait aussi se projeter en Italie, en Espagne, qui n'a pas voté de budget à proprement parler depuis 3 ans aujourd'hui. Est-ce que ces crises ont un symptôme européen ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ce que l'on observe aujourd'hui ? Non, je dirais que ce qui est commun à l'ensemble des pays qui nous entourent, peut-être avec un bémol sur l'Allemagne, c'est une crise de confiance dans les institutions démocratiques qu'on retrouve à peu près partout. Alors en France, elle est particulièrement élevée. Si vous observez par exemple le baromètre de la confiance qu'organise le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, tous les ans, on voit bien qu'on fait des enquêtes internationales, et quand on se compare à l'Italie, à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, on est quand même 10 points de défiance au-dessus de nos voisins. Mais cette défiance, elle existe partout. Un tiers au moins de l'électorat partout en Europe dit rejeter les institutions, considérer que la démocratie fonctionne mal, que la représentation politique est imparfaite. Donc vous avez quand même des points communs. Deuxième point commun, c'est que chaque système se débat avec ses propres problèmes, ses propres contradictions. Il n'y a pas vraiment de système parfait. Même en Allemagne, il y a une très grande stabilité parce que c'est un sujet, vous l'avez rappelé, qui est un sujet de préoccupation majeure depuis presque 80 ans ou presque un siècle, on va dire. Il y a d'autres où ça n'empêche pas l'extrême droite de progresser, par exemple, des partis anti-système d'être très virulents, d'avoir des divisions territoriales entre l'Est et l'Ouest. Enfin, je ne veux pas priver votre invité de ses commentaires. En Italie, l'instabilité est plus grande depuis 2022, mais on sait que l'instabilité a été un enjeu majeur de l'Italie contemporaine, puisqu'on a connu très grand nombre de gouvernements, en réalité depuis maintenant une trentaine d'années. Et là, cette stabilité, elle se fait quand même autour d'un pouvoir d'extrême droite, avec les difficultés que ça pose, et le côté un peu temporaire potentiellement qui existe, parce que ça a fait suite aussi à une période de très grande instabilité autour du mouvement 5 étoiles, qui s'alliait tantôt avec l'extrême droite, tantôt avec la gauche. En Espagne, cette instabilité existe aussi, et aujourd'hui, même si Pedro Sánchez a pu, après les
élections de 2023, quand même conservé le pouvoir, alors qu'il n'était que deuxième force arrivée aux élections. C'était le PPE, le parti de droite espagnol, qui avait gagné. Il l'a fait en s'alliant avec toute une série de petits partis autonomistes ou régionalistes qui peuvent être parfois même de droite, mais il le fait aussi parce qu'en ne vantant pas de budget, donc en ne faisant qu'expédier des affaires courantes. Il ne faut pas oublier que le gouvernement espagnol, aujourd'hui, il ne vote pas de grandes réformes. Et je crois que si on devait dire une différence entre tous ces pays, en revanche, et la France, au-delà de la défiance, c'est aussi que probablement le pouvoir exécutif dans les pays voisins, en système parlementaire, est moins ambitieux, certains diraient peut-être moins orgueilleux dans son attitude vis-à-vis du Parlement. Dans les régimes parlementaires, on sait que le pouvoir se trouve au Parlement. Dans les régimes comme la France, semi-parlementaire mais surtout semi-présidentiel, on a quand même un fantasme d'un pouvoir exécutif vertical qui déciderait seul. Le gouvernement décide, le Parlement conteste s'il le souhaite, mais comme jusqu'à présent il y avait une majorité absolue, il n'y avait pas de raison d'aller au-delà de la contestation qui était une pure protestation formelle en réalité. Et à ce titre-là, il me semble que l'exemple de François Bayrou, il représente complètement ce problème qu'a l'exécutif français avec le parlementarisme, c'est-à-dire une façon de, indépendamment de la situation politique, de se considérer comme au-dessus du Parlement et de considérer les partis comme méprisables. Ça, on le sait depuis 1958, le mépris de De Gaulle pour les partis, ça fonde la culture politique de la cinquième. C'est pas du tout le cas de nos voisins. Je suis sûr que nos intervenants diront la même chose. Deuxièmement, l'idée que l'exécutif doit être au-dessus. C'est d'ailleurs le gouvernement qui a l'initiative de la loi en France et non pas le Parlement, même si sur certains cas, elle peut être partagée, cette initiative. C'est avant tout le gouvernement qui décide. Et ça, je crois, c'est une grande maladie française. Elle n'est pas liée seulement aux institutions, elle est liée à la pratique du pouvoir et à l'esprit de nos institutions. Et ça, vous pouvez le changer dès demain si vous nommez un Premier ministre qui accepte le jeu de la véritable négociation, ce que n'a jamais fait M. Bayrou et pas vraiment M. Barnier. Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la question budgétaire, question centrale, on l'a dit, dans ces différentes crises politiques aujourd'hui. François Roux, cette question budgétaire, cette question fiscale aussi, ce rapport aux impôts, comment est-ce qu'elle a structuré la crise, les différentes crises qui ont émaillé le système institutionnel belge depuis 2009-2010, il y a eu la crise de 2019 également, et la crise de 2024. Oui. En réalité, on peut même remonter dans le temps. Et au début des années 80, on a eu un problème assez similaire à celui que vous avez connu avec le gouvernement Barre, qui nous a entraînés dans une série de dévaluations qui, à l'époque, étaient possibles, aux grandes dames des Luxembourgeois, parce que dont on partage la monnaie. Donc, on leur a imposé deux même dévaluations. Donc, c'est quelque chose d'assez ancien et qui revient malgré les efforts, parce qu'on a souvent été contraints à faire des efforts d'austérité pour ramener un petit peu les chiffres de manière plus raisonnable. Mais pourquoi les responsables politiques se crispent-ils sur cette question en Belgique ? Parce qu'en Belgique, il y a un aspect institutionnel qui est directement lié aux finances. C'est-à-dire que l'argent qui est récolté par les impôts au niveau fédéral est retransmis aux régions. Et avec des mécanismes correcteurs, c'est-à-dire que les régions qui sont plus pauvres doivent bénéficier des régions les plus riches. Clairement dit, la Wallonie et Bruxelles bénéficient de la richesse de la Flandre. La contrepartie, c'est là où on arrive dans le politique, c'est que la Flandre a obtenu, depuis les années 70, une fédéralisation, c'est-à-dire beaucoup plus de pouvoir aux régions. Et la question maintenant se pose de manière assez drastique pour Bruxelles. Parce que quand je vous disais qu'on a un gouvernement fédéral depuis 239 jours... Bruxelles, je le précise, Bruxelles-Capitale, qui est la 3e région de la Belgique. Exactement. Donc la région bruxelloise, elle, n'a toujours pas son gouvernement. Et là, il y a une partie de billard à 3 bandes qui se joue. La Flandre et les nationalistes flamands étant tentés, disons, d'utiliser cette situation où ils tiennent les cordons de la bourse pour acquérir plus de pouvoir à Bruxelles, qui est à 90% francophone. Un autre exemple aussi qui vous dit à quel point le débat budgétaire est sensible, c'est la sécurité sociale. Ça, si on scinde la sécurité sociale, il n'y a plus de Belgique. Donc il y a un lien direct entre la question budgétaire... Il y aura une sécurité sociale pour la région flamande et voilà, c'est ça. Si chacun devait ouais. dépendre de ses propres ressources pour sa sécurité sociale, je ne vous raconte pas la différence de traitement, enfin, de la qualité des soins ne serait pas du tout la même en Wallonie qu'en Flandre. Donc ce serait vraiment un risque pour l'unité du pays, c'est ça. Or, n'oubliez pas que notre Premier ministre, et ça c'est surréaliste, mais il n'y a qu'en Belgique que ça arrive, ça a été très longtemps le président du parti nationaliste flamand.
Autrement dit, il souhaitait que la région flamande devienne indépendante et s'éloigne totalement de la région. C'était le programme principal de son parti. Michel Wenachter, en Allemagne également, notamment en décembre dernier, quand Olaf Scholz pose justement cette question de confiance, c'est bien une question budgétaire, le rapport des élus aux finances publiques qui est en jeu notamment. Notamment, mais vraiment pas seulement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des questions de personnes. Il y avait beaucoup de tensions à l'intérieur de cette coalition. Et quand il y a un moment où ça ne va plus, eh bien vraiment, ça ne va plus. Donc c'était le cas, mais pas seulement. Et là a commencé le débat autour de la réforme de la fameuse Schuldenbremse, c'est-à-dire le frein à l'endettement. Merz avait promis que non, un peu, pendant sa campagne, enfin qu'il n'y était pas vraiment favorable. On rappelle d'un mot ce qu'est le frein à l'endettement, c'est-à-dire... Les Allemands ont inscrit dans leur constitution, on va va pas rentrer dans les chiffres, mais que chaque année, l'endettement nouveau ne doit pas dépasser des sommes relativement modestes. Et pour changer cette loi qui est dans la Constitution, il faut une majorité des 2/3, non seulement au Bundestag, mais aussi au Bundesrat, c'est-à-dire dans les 2 chambres parlementaires allemandes. Bon, autre chose aussi dont on reparlera peut-être, c'est que le Bundesrat a un rôle beaucoup plus grand en Allemagne que ne l'a le Sénat en France, et le Bundesrat peut bloquer pas mal de lois, ce qui peut aussi être source de paralysie. Il y avait un exemple notamment à la fin du dernier mandat d'Helmut Kohl, à la fin des années 90, où le Bundesrat était passé en quelque sorte à majorité de partis qui étaient dans l'opposition aux partis gouvernementaux, et on ne pouvait plus faire aucune réforme. Mais là, si vous voulez, la Schuldenbremse, donc le frein à l'endettement, il fallait une majorité des 2/3 dans les 2 chambres. Et vous voyez, donc, ils l'ont obtenu, parce que c'était quand même un point important pour tous les Allemands de pouvoir débloquer une situation où, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, il n'y avait plus assez d'investissements dans les infrastructures, dans le numérique, dans l'école et dans la défense aussi. Enfin, là, il y a eu des fonds à part qui ont été débloqués en plus, mais pour avoir une majorité des 2/3, ça veut dire qu'il faut même aller négocier un peu au-delà, pour savoir ce qu'on va faire des sous aussi, de ce qu'on va faire de ces milliards qui ont été débloqués. Et donc, la grande coalition actuelle, qui est formée de la CDU-CSU d'une part et des sociaux-démocrates d'autre part, a dû aller négocier avec d'autres partis, comme avec les Verts, etc. Et donc, finalement, c'est passé. Donc, vous voyez, c'était un point de crispation, mais ils ont réussi, comme très souvent, à le surmonter. Je voudrais d'ailleurs rappeler qu'à propos d'instabilité ou pas, l'Allemagne a connu moins de 10 chanceliers depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est quand même quelque chose vraiment d'important, alors même que c'est une démocratie parlementaire et qu'à propos de représentativité, cette fois dont vous parliez tout à l'heure, la représentativité, elle est très forte, puisque les parlementaires sont élus avec un système à la proportionnelle intégrale. Donc le peuple se sent plus représenté, et puis après les résultats sont ce qu'ils sont, et il faut faire avec, et donc ça pousse ensuite les partis à négocier et avoir cette culture de la négociation qu'on connaît. Je reviens un instant, Vincent Martini, sur cette question budgétaire. Comment est-ce que vous expliquez en France qu'elle soit si structurante, là aussi, dans la formation des crises? Est-ce que c'est parce que le budget, c'est peut-être le précaré du Parlement, entre guillemets, c'est dans ce domaine-là que les parlementaires ont le plus de pouvoir? Oui, absolument. En fait, il faut quand même bien dire que sous la Ve République, le Parlement est un Parlement maltraité. Encore une fois, je rappelle que les origines de la Ve n'étaient pas forcément celles-là, mais à partir du moment où le président de la République est élu au suffrage universel direct, la réforme de 1962, le général de Gaulle peut exprimer ouvertement quand même le mépris est un terme un peu fort, mais en tout cas le peu de considération qu'il a pour le Parlement, qui pour lui est le lieu des partis. À ce titre-là, le budget est une des rares attributions qui revient au Parlement. C'est-à-dire le gouvernement ne peut pas imposer un budget, même si, comme vous le savez, on peut le passer avec les armes du parlementarisme rationalisé, le fameux 49.3. Ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire de la Ve République. Alors ça, encore une fois, tout va bien lorsque vous avez une majorité absolue. Tout va bien lorsque vous avez aussi, c'est un fusil à un coup, vous le faites une fois. Mais lorsque vous avez répété cette démarche qui est de plus en plus mal perçue par l'opinion, c'est-à-dire de faire passer un budget sans débat en réalité, pour couper court d'interminables discussions, vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous n'avez plus comme arme que la négociation ou la chute. C'est ce qui s'est passé avec la motion de censure qui a touché Michel Barnier. Je rappelle, c'était la 2e depuis 1958.
et c'est-à-dire un cas extrêmement rare. Et là, un cas encore plus rare, c'est-à-dire un vote de confiance qui va mener à une vote de défiance, puisque je rappelle que le vote de confiance, c'est 41 fois dans l'histoire de la Ve République. Là, c'est la 42e, mais probablement celle qui sera fatale au gouvernement, parce que c'est la première fois qu'un gouvernement minoritaire demande le vote de confiance sans avoir consulté les forces parlementaires au préalable, ce qui est complètement dans un régime parlementaire comme l'Allemagne, c'est complètement fou, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir aucun sens de la négociation pour avoir entrepris une démarche aussi rationnelle sur le plan politique. Donc, pour revenir à votre question sur le budget, oui, c'est un moment très important parce que aussi le budget, il n'est pas comme dans des régimes parlementaires comme l'Allemagne, axé sur la stabilité, sur le non-endettement, l'objet d'un consensus sur ses objectifs. En France, le budget est un enjeu particulièrement idéologique, puisqu'il est partagé entre ceux qui prétendent restaurer la puissance économique de la France par une politique de l'offre, en favorisant plutôt les entreprises, ou alors une politique de la demande, dite néo-keynésienne, c'est-à-dire par une relance, par des grands plans de relance. Vous voyez bien ici la différence entre la gauche et la droite. L'extrême droite louvoyant quand même d'une position à une autre en fonction des sujets. Donc c'est plus difficile à lire. Et donc, il n'est pas du tout étonnant que lorsque le Premier ministre dit « il faut que nous nous entendions sur des fondamentaux » et que parmi les fondamentaux, il pose comme base une politique de l'offre, telle que M. Macron lui a demandé de le faire, puisqu'il a dit « moi, je choisirai un Premier ministre, n'importe lequel, à condition qu'il respecte les tenants de la politique économique ». Mais c'est bien le cœur du désaccord qui régit le Parlement. Ce dont on parle dans les médias, évidemment, sont beaucoup de questions culturelles. Alors évidemment, il y a l'immigration qui agite aussi le Parlement. Mais en réalité, l'économie est un enjeu majeur au Parlement, parce que le budget, c'est le moment où vous décidez de où est-ce que vous jouez sur les dépenses et sur les recettes. Et à ce titre-là, c'est tout à fait naturel que ça soit un moment extrêmement épineux. Michel Wenachter, c'est épineux également, cette négociation du budget en Allemagne, où au fond, il y a aussi des schismes qui traversent les partis mêmes. Je pense notamment sur cette question fiscale qui est inscrite dans la loi fondamentale allemande. Il y a des schismes qui traversent la CDU. Ce n'est pas simplement un schisme entre la gauche et la droite. Oui, tout à fait, mais bon, ils se chamaillaient pas mal il y a encore un mois, et d'ailleurs ça leur a coûté la popularité dans les sondages au gouvernement actuel. Ils sont très impopulaires à l'intérieur, alors qu'en France on a peut-être plutôt tendance à considérer que Merz, c'est pas si mal, parce qu'il est francophile et très pro-européen, mais ils sont au plus bas dans les sondages. Alors donc ils ont décidé de faire un petit week-end de jogging, plein de selfies pour faire du team building et ce genre de choses. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelques jours, si, ça a fonctionné, et d'ailleurs le budget est enfin sur pied, mais attention, c'était le budget pour l'année en cours. Donc celui pour le budget qui vient, il va y avoir des batailles, de nouveau assez épiques, parce que c'est pas parce qu'ils sont dans une culture de la négociation, etc., que les débats ne sont pas vifs, à la fois entre les partis et au Parlement. Mais c'est ça, pardonnez-moi, parce qu'on dit toujours, au fond, l'Allemagne est capable de compromis, les Allemands ont cette culture de la négociation que les Français n'ont pas, et vous nous dites, on est au mois de septembre, que le budget de cette année n'est pas encore voté. C'est un peu surprenant. Non, mais ça y est, c'est bon, là, ça va passer, c'est fait. Ça a mis du temps quand même. Cette semaine. Oui, ça a mis du temps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement de gouvernement aussi entre-temps, un changement de coalition, etc. Donc il a fallu qu'ils prennent leur marque, il a fallu qu'ils apprennent à travailler aussi ensemble, même si ce n'est pas la première fois que ces deux partis gouvernent ensemble. Mais bon, effectivement, comme je disais, il y a cette culture de la négociation, premièrement, mais les débats sont vifs quand même. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que les notions de consensus et de compromis, d'ailleurs, je reviens une seconde sur la négociation, c'est vrai dans le monde politique, c'est tout aussi vrai dans le monde du privé. Et les entreprises, les entreprises et les syndicats négocient les yeux dans les yeux, parce que les syndicats allemands sont beaucoup plus riches et beaucoup plus puissants que les syndicats français. Et donc, en fait, les salariés allemands ont beaucoup plus de droits aussi que les salariés français, et ils sont associés. Donc, si vous voulez, il y a la culture du « on est tous dans le même bateau ». Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Et compromis, etc., et consensus, ce sont des mots qui, en allemand, ont des connotations positives et qui, en France, ont des connotations négatives. Et c'est là, je veux pas dire que tout est dit, mais enfin, beaucoup, et on comprend beaucoup de choses si on a compris ça. François Roux, je reviens sur ce triste record belge mondial, 541 jours en 2010-2011 sans gouvernement. Qu'est-ce que les Belges ont retenu de cette période? Est-ce qu'ils se sont dit, au fond, on peut fonctionner sans gouvernance, sans gouvernement? Oui, encore une fois, comme je donnais l'exemple de l'intervention de la Belgique en Libye, donc une intervention dure, risquée et politiquement très risquée, a été prise avec un gouvernement à l'affaire courante.
Ceci dit, ça réjouit absolument pas les Belges. Et donc l'enthousiasme pour les partis politiques en Belgique est en dessous de zéro. Enfin, la classe politique est vilipendée. Pour bien comprendre, les citoyens belges acceptent que leur vote ne détermine pas la position du gouvernement. Donc ils votent, ils savent très bien qu'ensuite il y a toute une discussion, que la discussion leur échappe totalement et on leur impose un gouvernement. Et ça, ils peuvent l'accepter. Mais ce qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est que la crise perdure. On a du mal à comprendre, pardonnez-moi, le lien que vous établissez entre le vote et des décisions qui sont prises sans lien, dites-vous, avec ce vote. Il faut nous expliquer. Par exemple, c'est 541 jours, les citoyens ont voté. Et puis ensuite, il y a eu des combinaisons diverses et variées qui ont été faites et ça n'a jamais marché. Et à la fin du compte, 541 jours après, vous imaginez, donc les circonstances ont changé, plein de choses se sont passées dans le monde. Et on arrive à un gouvernement que les citoyens sont obligés d'accepter. Mais ça, ils peuvent le comprendre, à condition que la stabilité revienne. C'est ça. Or, ce qui se passe pour l'instant, c'est que... Et d'ailleurs, c'est un problème plutôt européen, c'est qu'il y a un double débat structurant qui est assez inquiétant. D'une part, la montée des populistes, surtout de droite, et d'autre part, la fragmentation des partis politiques européens. C'est assez spectaculaire de voir combien les partis politiques européens se sont multipliés. Et dans le débat, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, on cherche des boucs émissaires. Et les deux boucs émissaires qu'on l'on sert, d'ailleurs je crois que M. Bayrou y a fait allusion, c'est l'immigration et l'Europe. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux. Et tout ça nous entraîne vers une Europe qui pourrait changer de visage, parce que si l'extrême droite est au pouvoir en Italie, qu'elle est au seuil en France, peut-être même en Allemagne, voire au Royaume-Uni, l'Europe va pas du tout ressembler à ce qu'on connaît maintenant. Et ça, c'est une crainte qui est très vivace en Belgique, où on est très proche on est très européiste, si vous voulez. Vincent Martini, sur la fragmentation, est-ce qu'elle permet d'expliquer très très largement cette crise politique et institutionnelle que l'on traverse en France, notamment parce qu'il est devenu extrêmement compliqué de dégager des majorités à l'Assemblée nationale ? Non, je ne crois pas que c'est la fragmentation le problème en réalité. Vous voyez bien la différence entre les pays stables autour de nous et nous. C'est la place accordée au système des partis. Première chose, c'est-à-dire qu'en France, les partis, je l'ai dit tout à l'heure, sont méprisés. Depuis 1958, on considère que les partis sont une source de division de l'intérêt général. Alors même que dans les pays qui nous entourent, les partis revendiquent de porter une partie, je peux me permettre l'expression, de la volonté populaire, et à ce titre-là, d'essayer de converger ensemble. Les partis ne sont pas aussi mal vus, même s'ils sont aussi en crise un peu partout, mais ils ne sont pas aussi mal vus ailleurs que chez nous. Nous, on a un problème avec les partis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le pouvoir exécutif. Et deuxième problème, je pense, que nous avons, c'est que l'élection présidentielle est le grand rendez-vous qui est censé trancher les litiges de la société française. À ce titre-là, ce n'est pas au Parlement que ça se joue. Il y a une légitimité dite supérieure qui est celle de l'élection de celui ou celle qui est censé incarner les destinées du pays. Et à ce titre-là, le Parlement n'a qu'un rôle secondaire. Et donc, il est très difficile entre deux élections, du coup, de se mettre d'accord, parce que la situation dans laquelle nous a plongé la dissolution de l'année dernière, et de fait déjà le gouvernement minoritaire de 2022, c'est une situation finalement de décalage, encore une fois, entre un président de la République qui porte une légitimité par son élection, mais qui est en même temps très démonétisé par ses erreurs, par une usure du pouvoir, et de l'autre, un système de partis qui est tellement décrédibilisé dans l'opinion et en permanence, et par les acteurs politiques et par les médias, et que dans la culture politique de la Ve République, eh bien, il semblerait que rien ne peut sortir de ce Parlement. Donc c'est paradoxal. D'un côté, on les critique pour n'être pas capable de s'entendre, et de l'autre, on les méprise pour nous représenter quelque chose qui est inférieur à la légitimité fournie par l'élection présidentielle. Et tout le monde, au final, attend quoi ? 2027. D'ailleurs, tout le monde nous dit il faut attendre 2027. Enfin, on va trancher le problème. Mais donc l'argument de la tripartition, c'est-à-dire pratiquement de la fragmentation de ce clivage gauche-droite qui structurait la vie politique française depuis plusieurs décennies, cela, pour vous, c'est un symptôme, ce n'est pas une cause. Ah oui, c'est totalement un symptôme. Pour moi, ce n'est pas du tout une cause, dans la mesure où, encore une fois, rappelons que la Ve République a commencé avec un système politique qui était tripartite et qui pourtant a été stable. La question n'est pas tant la tripartition, la question est l'incapacité du pouvoir exécutif de faire en sorte de négocier avec les forces parlementaires. Et encore une fois, c'est lié à une prétention à des réformes colossales en permanence. On a une espèce de vision que l'exécutif doit transformer profondément le pays, sinon il n'y a pas de véritable action.
On ne peut pas voter des lois qui seraient dans l'intérêt général, des lois qui parfois seraient difficiles, qui permettraient de retrancher à l'idée du gouvernement des concessions qu'on ferait aux forces parlementaires. Et cette idée que soit le gouvernement réforme totalement tel qu'il est l'émanation indirecte ou directe, dans le cas du président, de l'élection présidentielle, seul rendez-vous démocratique qui compte en réalité, soit il trahit. Et à ce titre-là, il me semble que c'est ça le problème. Michel Wenachter, on entendait tout à l'heure l'AfD, l'extrême droite aux portes du pouvoir en Allemagne. Vous êtes d'accord avec ce que disait François Roux ? Ça me semble, en tout cas à l'heure actuelle, totalement improbable pour une bonne raison, c'est que le cordon sanitaire, la Brandmauer, le mur coupe-feu en allemand, ça a des connotations aussi peut-être plus tragiques, mais le cordon sanitaire en Allemagne, pour l'instant, il tient parfaitement. Personne ne veut travailler avec l'AfD. Bon, ils sont à 25... Il n'y a pas de coalition imaginable alors qu'il est ? Non, du tout. C'est-à-dire qu'en tout cas officiellement, il y en a quelques-uns à la droite de la CDU, de CSU qui lorgnent vaguement vers eux, notamment dans les Länder de l'Est, où l'AfD est devenue le premier parti. Mais au niveau fédéral, au niveau de l'ensemble du pays, l'AfD est à 25%. Pour la première fois il y a quelques semaines, ils sont passés devant la CDU, même dans les sondages. Donc la situation est suffisamment inquiétante comme ça, mais personne ne veut travailler avec eux. Donc effectivement, ça pourrait se compliquer si jamais l'AfD continuait à monter de plus en plus, et qu'il y a des difficultés pour les autres à former une majorité gouvernementale sans l'AfD. Mais enfin bon, il y a un sens des responsabilités en Allemagne à cause du passé aussi, et ce cordon sanitaire qui tient toujours, qui fait que c'est normalement pas pour demain. Voilà. François Roux, j'allais dire aussi, la fragmentation en Belgique, quel rôle joue-t-elle dans cette paralysie que l'on observe à échéance régulière, La dernière crise datant, je le rappelle, de 2024 ? Écoutez, là, paradoxalement, ça c'est encore une fois une situation belgo-belge, paradoxalement, la fragmentation nous a servi. Parce que je parlais tout à l'heure de notre nouveau Premier ministre, qui est donc de la NVA, donc de la New Vlaams Alliantie, donc la nouvelle alliance flamande, et qui était donc le patron du parti nationaliste. Mais son acceptation de prendre les rênes de la Belgique en tant que Premier ministre a permis de mettre sur le côté l'extrême droite dure, qui est le Vlaams Belang, qui menaçait, lui, directement aussi l'État belge. Donc, vous voyez, cette fragmentation qui s'est faite entre une droite régulière, une droite nationaliste et une extrême droite a permis de constituer un gouvernement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il n'y a qu'en Belgique que ça arrive. Vincent Martini, si on fait un peu de politique fiction cette fois-ci, comment la France peut-elle sortir de cette crise ? Est-ce que les institutions sont encore capables d'organiser la société française telle qu'elle s'est transformée, telle qu'elle s'organise aujourd'hui du point de vue électoral ? Je vous vois lever les yeux au ciel. Effectivement, la question est vaste. Est-ce que c'est un problème institutionnel ou bien c'est une question de personnel politique et de situation donnée ? Je dirais un peu les deux, puisque les deux sont profondément liés. Une institution ou une désinstitution génère un état d'esprit qui entoure la pratique du pouvoir. Alors, j'ai essayé de jouer le pour et le contre. Les défenseurs de la Ve République, ce n'est pas mon cas, mais enfin les défenseurs de la Ve République louent la souplesse des institutions. Bon, c'est presque une porte, on défonce une porte ouverte en le disant. En effet, cette constitution a été incroyablement souple parce qu'elle est extrêmement floue sur le rôle que peuvent jouer les acteurs. Prenez l'article 8 qui fait que le président de la République nomme le Premier ministre. On ne dit pas dans quelles conditions, on ne dit pas à quelles conditions. Et à ce titre-là, ça laisse une grande latitude d'interprétation, ce qui permet encore une fois cette fameuse souplesse dont on parle. Donc à ce titre-là, on pourrait tout à fait imaginer que dans les jours et les semaines qui viennent, d'ailleurs on donne le scénario que vous pouvez lire ou entendre partout, c'est-à-dire remaniement ministériel avec un nouveau gouvernement qui pourrait, avec un homme qui ferait plus de compromis peut-être, faire passer ce budget, pourquoi pas au 49.3, après tout, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Deuxième possibilité, un gouvernement dit technique. Quand on dit technique, c'est pas forcément un haut fonctionnaire, mais quelqu'un qui pourrait être un cheval de retour de la politique, un peu éloigné des partis, qui construirait un gouvernement d'unité nationale, qui pourrait peut-être tenir, à partir du moment où il ne serait pas renversé, c'est toujours pareil, tant que vous n'êtes pas censuré, vous pouvez quand même trouver une voie de passage. Et troisième hypothèse, évidemment, la dissolution à laquelle, on peut avoir des surprises avec Emmanuel Macron, on l'a vu l'année dernière, mais a priori, je crois qu'il y a encore moins intérêt que l'année dernière, et puis peut-être que la leçon lui servira à quelque chose. Tout cela, en tout cas, se tenant dans le cercle de la Ve République. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui est de dire il y a un problème institutionnel. Et qu'à ce titre-là, il y a ce qu'on appelle les petites ou les grandes réformes. On peut faire des petites réformes, des formes de pratique, en disant, il y a une façon dont on a fait fonctionner la Ve qui ne marche plus, donc il faut qu'on fonctionne différemment. Ça ne peut marcher, à mon sens, que par un retrait de l'exécutif.
ou en tout cas déjà un meilleur partage des tâches entre le président de la République et le Premier ministre, qu'ils arrêtent de se marcher sur les pieds, d'avoir un président qui intervient sur tout. À la limite, je trouve que la situation actuelle n'est pas mauvaise, en laissant le président de la République représenter la continuité des intérêts de la France à l'étranger. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Wenachter, des enjeux internationaux majeurs qui sont devant nous. Bon, a priori, la crise politique, là, n'a pas d'impact, puisqu'il y a une continuité par le président de la République. Et le Premier ministre, articles 20 et 21 de la Constitution, conduit la politique, dirige le gouvernement qui, lui, conduit la politique de la nation. Ça, c'est des petites réformes qui sont faisables si, disons, que dans la pratique, on faisait mieux. Si on voulait une grande réforme de la Constitution, et Dieu sait qu'il y aurait des choses à redire, le problème, c'est comment on fait. Parce qu'il y a deux façons de faire une réforme. Soit vous avez une majorité au Parlement, mais enfin, a priori, on n'est pas parti pour. Soit vous faites passer un référendum. Mais comme on le sait, les Français, lorsqu'ils sont consultés sur un référendum, répondent rarement majorité à la question qualifiée posée. Au Parlement, par ailleurs. Majorité qualifiée. Au référendum, ils répondent déjà rarement à la question qu'on leur pose. Très souvent, c'est un pour contre le gouvernement. On revient à cette question centrale, qui est la question de la confiance. D'ailleurs, je crois que ça a été dit cet après-midi au Parlement. Sans confiance, il n'y a pas de légitimité politique. Et donc, on est un peu bloqué. C'est même moi qui suis plutôt quelqu'un de favorable à la réforme des institutions, nous n'avons aucune des conditions à ce stade qui permettrait cette réforme. On pourrait imaginer une petite voie de passage qui serait que cet enjeu institutionnel fasse l'objet d'un véritable débat lors de la prochaine élection présidentielle, et je crois qu'il y a toutes les raisons de penser que ça pourrait être le cas, et qu'à ce moment-là, le ou la candidate qui se verrait élue proposerait dans son programme un programme de réforme constitutionnelle majeure. Mais dans la situation actuelle, rien ne prouve que même élu, les Français le suivent sur ce point. Nous ne sommes pas à l'époque du général de Gaulle, parce que n'est pas le général de Gaulle qui veut, où en juin 58 il arrive au pouvoir et en septembre on fait voter une nouvelle constitution à 80% des voix. Michel Wenachter, je vous voyais acquiescer avec un regard allemand justement. Quel est le secret de ces paralysies qui ne voient pas le jour? Ce n'est pas seulement institutionnel, c'est aussi une clarté peut-être dans les programmes, une clarté aussi dans la négociation, non ? Alors une clarté dans les programmes, mais qui est justement tout à fait nuancée et modérée ensuite par les négociations. Donc, parce qu'en fait, chacun est obligé de mettre de l'eau dans son vin, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un compromis en France, c'est que tu as perdu quelque chose, alors qu'en Allemagne, c'est que tu as réussi à faire passer une partie de tes idées. Et donc, comme vous le savez, le compromis est valorisé. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il est nécessaire, parce que les institutions les y obligent. Étant donné que c'est le Parlement qui élit le chancelier, qu'il faut une majorité au chancelier, qu'il ne peut pas avoir tout seul, qui est obligé de gouverner maintenant avec la fragmentation, parfois avec deux autres partis, s'ils veulent rester au pouvoir, ou tout simplement s'ils veulent pouvoir gouverner, c'est-à-dire dans une démocratie, faire passer des lois qui ensuite se traduisent dans l'application d'un programme, il faut bien qu'ils négocient. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement l'un des grands secrets de cette... Ça n'empêche pas, comme je disais tout à l'heure, que les débats sont très vifs. On parle haut et fort, mais on fait ça au Parlement et beaucoup moins dans la rue. D'ailleurs, peut-être qu'on y viendra, mais c'est au Parlement que les choses se passent et c'est souvent très, très virulent. Mais on finit par se mettre d'accord parce que c'est l'intérêt du peuple et que c'est aussi l'intérêt des partis qui veulent rester au pouvoir, c'est d'être efficace. Quand on n'est pas efficace, l'opinion publique vous punit. Vincent Martini, en quelques mots. Vraiment, en un mot, là où on peut s'inspirer des Allemands, on le disait en préparation de cette conversation, le contrat de gouvernement en Allemagne, c'est 1 mois à huis clos, 142 pages de contrat de gouvernement entre la coalition qui règne, et on disait 192 émissaires, ça vous pourrez le retrouver dans le 1. Et ça, c'est une première chose qui est importante. Deuxièmement, pas de dramatisation des désaccords. Ce qui, à mon avis, est un énorme problème de la situation française, c'est de surdramatiser la situation qui, ailleurs, est beaucoup plus normale. François Roux, si on devait s'inspirer de la Belgique pour quelques éléments, il y a aussi des leçons à tirer rapidement. Simplement, le débat confirme que la France est bien une république monarchique et que la Belgique est une monarchie républicaine. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois de cette discussion et de ces échanges. Vincent Martini, François Roux, Michel Wenachter, merci pour ces discussions. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Diane de Vincey, Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy et Antoine Héral. À suivre après le journal, on va parler de violence et de la façon dont la recherche peut aborder cette très très vaste question.